Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration du jour. Aujourd'hui, on met le cap sur le Japon pour parler d'une véritable star là-bas, le chat. Ah oui, omniprésent. Exactement. Mais attention, on va voir que c'est pas si simple. Il y a le côté super mignon, le fameux mannequin Neko, la petite statue porte-bonheur qu'on voit partout. Qui fait signe avec la patte, oui. Voilà. Et puis, il y a son cousin, disons, beaucoup moins fréquentable, qui rôde dans les vieilles légendes. Le côté sombre du chat japonais. C'est ça. Alors pour y voir plus clair, on a consulté pas mal de choses. Un article bien détaillé sur le Bakeneko, le chat fantôme. Mhm. Un autre sur l'histoire culturelle du chat au Japon, son symbolisme. On a aussi des infos sur les barachas, un peu l'histoire générale du chat domestique, et même un papier sur une île japonaise envahie par les chats. L'île au chat, oui, Aoshima. Notre mission, si on l'accepte, essayer de comprendre pourquoi le chat a cette place si particulière, parfois adorable, parfois carrément terrifiante, dans la culture japonaise. Allez, on se lance. Bon, alors, comment ce petit félin est devenu une figure aussi centrale au Japon? Apparemment, son histoire japonaise commence assez tôt, vers le VIe siècle. Oui, il serait arrivé en même temps que le bouddhisme sur les bateaux qui transportaient les textes sacrés pour protéger les manuscrits des souris. Ah, d'accord. Et son entrée officielle à la cour, c'est en 999, c'est ça? C'est ça. Et il a vite été apprécié, pas seulement comme animal de compagnie, mais aussi pour ses talents de chasseur. Oui, contre les rongeurs qui menaçaient les récoltes ou, plus tard, à l'époque Edo, les précieux vers à soie. Un petit auxiliaire bien utile. Universel de chance, de prospérité. Et on dit que la patte qu'il lève a une signification différente? Oh oui, tout à fait. La patte gauche levée, c'est pour attirer les clients, les visiteurs. La patte droite, c'est plutôt pour attirer l'argent, la fortune. Il y a des légendes assez chouettes sur son origine, non? J'ai lu quelque chose sur un chat qui sauve un seigneur de la foudre. Oui, c'est une des plus célèbres. Un seigneur passe près d'un temple, un chat lui fait signe d'approcher, il s'exécute et, paf, la foudre tombe juste là où il était. Incroyable. Du coup, reconnaissant, le seigneur a fait don de beaucoup d'argent au temple, qui a prospéré. Une autre histoire, c'est celle d'une vieille femme, très pauvre, obligée de se séparer de son chat. Oh non. Mais le chat lui apparaît en rêve et lui dit de faire des statues de lui en argile. Elle obéit, les statues ont un succès fou et elle sort de la pauvreté. Ces histoires ont aidé à populariser la figurine, surtout à l'ère Meiji. Et les couleurs aussi, c'est important, hein? Ah oui, le blanc c'est la pureté, le noir ça éloigne les mauvais esprits, l'or c'est la richesse, le rouge la santé, il y en a pour tous les goûts quoi. C'est vraiment un phénomène. Et ça continue aujourd'hui, hein? Les barachas, par exemple. Oui, concept né à Taïwan en 98, mais qui a vraiment explosé au Japon dans les années 2000. Et puis Hello Kitty évidemment. Bien sûr. Et même dans Pokémon, avec Meowth. Et cette île, Aoshima, plus de chats que d'humains, c'est fou. C'est ça, le chat kawaii mignon est partout. Mais comme on le disait, les sources montrent aussi une autre facette, bien plus sombre, qui vient du folklore, surtout de l'époque Edo. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque Edo? Certains comportements des chats ont commencé à inquiéter un peu. Par exemple, quand on les voyait se dresser sur leurs pattes arrière pour lécher l'huile de poisson des lampes. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu étrange comme posture. Exactement. Ça faisait un peu trop humain, peut-être. Et puis, il y avait une méfiance envers les chats avec de longues queues. On pensait qu'ils pouvaient accumuler de l'énergie magique et se transformer. D'où la popularité du bobtail japonais avec sa petite queue en pompon. C'est une des théories, oui, que cette peur ait favorisé les chats à queue courte. Et c'est de là que viennent ces histoires de yokai, ces créatures surnaturelles japonaises. Les chats monstres, le Bakeneko. Précisément. Le bakeneko, littéralement chat monstre ou chat fantôme. La croyance disait qu'un chat pouvait devenir un bakeneko s'il vivait très vieux, genre plus de 13 ans, D'accord? s'il devenait très gros, plus de 3,5 kg, ou donc s'il avait une longue queue. Et ce bakeneko, attention, il pouvait marcher sur deux pattes, parler, changer de forme, imiter son maître et même le hanter ou le posséder. Flippant. Il y a des histoires spécifiques? Oui, des légendes comme celle d'Otoyo, la geisha favorite d'un prince, qui disparaît et est remplacée par un bakeneko qui prend son apparence et boit le sang du prince la nuit. Ambiance. Glauque. Et il y a encore pire, c'est ça. Le Nekomata. Oui, le nekomata. Souvent vu comme une évolution du bakeneko, encore plus puissant et surtout reconnaissable à sa queue qui se divise en deux. Une queue fourchue. Ah oui. Et il fait quoi, lui?
Alors lui, c'est carrément un autre niveau. Il pouvait tuer, bien sûr, mais aussi faire danser les morts, une sorte de nécromancien félin. Carrément. Ces créatures ont vraiment marqué l'imaginaire. On les voit dans les estampes célèbres, comme celle de Kunyoshi au théâtre Kabuki, et ça continue d'inspirer aujourd'hui dans les mangas, les animés. Oui, comme Kuro dans Blue Exorcist ou Matatabi dans Naruto. Même le chat Bussis dans Mon voisin Totoro, bon, lui il est plutôt sympa, mais l'idée du chat surnaturel est là. Exactement. C'est dingue cette dualité quand même, hein. D'un côté, le petit chat porte-bonheur qu'on adore, qu'on collectionne, et de l'autre, la créature démoniaque qui inspire la terreur. C'est ça qui est absolument fascinant. On a le chat, protecteur, utile, le symbole de chance avec le Manekineko, le chasseur de nuisibles, et en parallèle, ce monstre surnaturel issu des peurs et des superstitions. Comment on explique ça? Eh bien, cette ambivalence, elle vient sans doute de l'interprétation des comportements naturels du chat. Son agilité, sa discrétion, sa vision nocturne, son regard parfois fixe, son indépendance, tout ça a pu être vu comme mystérieux, voire surnaturel. Et ça a nourri à la fois l'adoration et la crainte. C'est vrai? Et ce n'est pas unique au Japon, hein. Pensez à l'Égypte ancienne avec la déesse Bastet, ou à l'inverse, au Moyen-Âge en Europe, où le chat noir était diabolisé, associé à la sorcellerie. Le chat, il laisse rarement indifférent, où qu'il soit. Donc pour résumer, le chat au Japon, c'est bien plus qu'un simple animal de compagnon. C'est un symbole hyper complexe, tiraillé entre un statut d'icône pop porte-bonheur et celui de créature du folklore, parfois vraiment effrayante. Du Manekineko au Nekomata, il marque les esprits. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir comment une créature qu'on côtoie tous les jours, si familière, peut inspirer des sentiments aussi radicalement opposés. Ça amène à se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres figures de notre quotidien, peut-être même des objets, qui cacheraient une telle dualité symbolique si on y regardait d'un peu plus près, dans nos propres cultures ou folklore moderne? C'est une excellente question pour terminer. Merci beaucoup d'avoir exploré ce sujet passionnant avec nous. Merci à vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.